y compris à Mirbeau en Poitou où je vis, et la parole est beaucoup plus facile. Bien sûr. Mais alors, on a même changé d'attitude avec moi parce que je ne suis plus. Alors avant, il y avait une distance. Qu'est-ce que c'est parce que je pense que les gens, et maintenant, les gens sont furieux. Ils sont furieux contre de cette absence, de cette confiscation. Vous savez, c'est le mot du Lincoln qui dit, j'aime beaucoup ce mot, je l'ai retenu. Il dit la France, l'Angleterre et les États-Unis au XVIIIe siècle ont inventé la démocratie représentative. Et à la fin du XXe siècle, les mêmes ont inventé la démocratie non représentative. Je trouve que ce mot est d'une cruauté impeccable, quoi. Il y a rien à ajouter. Oui. Et les gens sont furieux, ils sont conscients, surtout la France. C'est un pays très politique. La démocratie non représentative. Non représentative. Les gens ne se sentent plus représentés. C'est-à-dire, c'est pas la démocratie. Mais d'ailleurs, nous avons tous appris à la science politique cette bêtise selon laquelle le capitalisme va de pair avec le libéralisme et la démocratie. Et la Chine prouve que, justement, ce que prouve la Chine. Pinochet l'avait prouvé avant. Oui, en fait. que d'une certaine façon, on peut faire du capitalisme à fond les ballons. Sans, et même d'autant mieux, on s'encombre pas la démocratie. Donc le capitalisme, contrairement au baratin dont on nous a bassiné, pardon l'expression en sciences politiques pendant des années, le libéralisme n'accompagne pas le capitalisme. Aujourd'hui, on a l'un sans avoir l'autre. Voilà. Alors ce livre, Mélancolie française, je vous en parlais pendant 2 heures, je pense qu'on va pas y arriver, parce que moi aussi, j'ai de temps en temps des divergences, mais en même temps, en vous lisant, vous êtes tellement convaincant que je me pose même des questions sur mes propres grilles de lecture, et pourtant, elles sont enracinées. Je peux vous dire. Alors, vous croyez moins au format national de la France, qui est à mon avis son logiciel de base, que une sorte de destin romain, c'est-à-dire de résurgence de Rome, mais d'ailleurs pas de n'importe quelle Rome au fond. Et vous le dites très bien, ce qui me convainc, ce qui m'ébranle un peu, c'est que oui, il y a une résurgence de Rome dans la France des premiers siècles, mais de la Rome catholique. Elle a repris à Rome cette catholicité qui finalement a miné et détruit l'Empire, entre autres 1000 choses, bien entendu. Alors, ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce qu'en fait, je crois effectivement, et c'est une vieille discussion qu'on a tous les deux, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Pour une fois au micro. Voilà, exactement, pour une fois au micro, entre la nation et l'Empire. Voilà. Il est de tradition, d'ailleurs dans 2 mouvances différentes, Paul-Marie, la mouvance entre guillemets maurassienne ou post-maurassienne, nationale ou monarchiste, enfin ce que vous voulez, et aussi dans la mouvance républicaine, nationale républicaine. Dans ces 2 mouvances-là, il est de tradition de dire que la France, je schématise, invente la nation contre l'Empire. En gros. Elle invente... pardon, oui, je n'aurais pas vous couper, mais vous faites allusion au petit roi David. Moi, j'ai écrit, vous l'avez pas lu manifestement parce que sur Clovis, nous divergeons beaucoup. J'ai écrit un livre sur Clovis. D'accord. Si, je l'avais lu. Parce que vous dites que Clovis a été pratiquement nommé par l'empereur de Rome. Mais bien sûr. Non, Éric Zemmour, ça va pas. Il était nommé gouverneur de Belgique, de la Belgique. Mais il n'y avait plus d'empereur romain en 480 après Jésus-Christ. Il nommait même pas son préfet des études. Je suis désolé. Non, c'est Anastase de Constantinople qui lui envoie des insignes. Romain d'Orient. Des insignes. Mais c'est une révérence. C'est pas une nomination en Gaule-Belgique d'ailleurs à ce moment-là. Il reçoit les insignes. Vous m'avez troublé parce que il y a une petite. Je vous reprendrai sur cette phrase. Pourtant, votre livre a d'une érudition. Non, mais d'accord. Et là, j'ai écrit une biographie sur Clovis. C'est très bien. Alors là, vous tombez sur un os. Je corrige. Non, mais c'est bien. Mais ce qui est important, ce dont je voudrais dire, c'est l'opposition entre nations. C'est David. Il y a quand même une source biblique dans la logique royale française aussi. C'est le petit roi David qui unifie les tribus, mais qui ne veut pas aller au-delà. On le retrouve chez Saint-Louis, vous ne mentionnez pas. Saint-Louis refuse des terres en disant elles ne sont pas françaises. Ça, c'est la logique nationale de la puissance bornée. Absolument, absolument. Ce que je veux dire, c'est que je crois que cette théorie-là est une construction a posteriori qui vient du fait que justement nous avons échoué à imposer l'Empire. Ce que je veux dire, c'est que la France était en train d'inventer un empire national ou une nation-empire. Ce n'est pas dans mon esprit incompatible. C'est là où nous différons. Pour vous, forcément, l'empire, c'est la monarchie universelle et c'est un empire... Là, vous êtes convaincant dans le livre. C'est ça que je veux vous dire. Je crois que on était en train d'inventer une nation impériale ou un empire national, une nation-continent
qui aujourd'hui nous paraît moins délirante et moins mégalomaniaque, puisque en fait, qu'est-ce que c'est que l'Inde, qu'est-ce que c'est que la Chine, qu'est-ce que c'est... Vous voyez, c'est des empires continents, c'est de nations continents, c'est la même chose. Ce que je crois... Il est vrai que la France a été un mastodonte. Voilà, au XVIIe siècle, notre discussion aurait été ridicule. Vous voyez, parce qu'on était une nation mastodonte, selon le mot du général de Gaulle, et que ce que j'essaye d'expliquer, vous l'avez compris, c'est que notre travail, petit à petit, où on grossissait, parce que quand vous citez Saint-Louis, vous avez tout à fait raison. Mais regardez ce que dit Petit-Fils dans son dernier Louis XIII, vous verrez que c'est plus du tout Saint-Louis. Louis XIII ne rend rien. Et Richelieu. Et Petit-Fils dit c'est Louis XIII. Richelieu est prêt à faire des concessions. Ça j'ignorais, honnêtement, je l'ai appris en travaillant. Richelieu, lui, il reste sur le logiciel ancien, classique. Exactement. Donc Richelieu corrige Louis XIII. C'est intéressant. Et Louis XIII ne rend rien, alors qu'il est à l'arctique de la mort. Et que, en fait, on voit bien que la monarchie française, moi je pense que, si vous voulez, il y a une logique historique, les Gaules romaines, et il y a une logique économique. C'est-à-dire que, et vous verrez, c'est amusant parce que les enfants apprennent ça en 6e aujourd'hui. Vous savez, ils leur apprennent la banane bleue. C'est-à-dire le cœur du développement économique de l'Europe depuis le Moyen-Âge. Et qu'est-ce que c'est ? La Belgique, la rive gauche du Rhin, l'Italie du Nord. C'est-à-dire exactement ce que sont, pour moi, les objectifs de la monarchie française. Mais vous rejoignez Brodel, là. Voilà, exactement. Et si vous voulez, je finis, Paul-Marie. Ce qui se passe au 18e, c'est que les transformations par l'Angleterre mondialisée vont encore bouleverser la donne française, c'est-à-dire que, en plus, il faut absolument s'agrandir pour être à l'échelle du monde qui arrive, et que les Anglais sont en train de fabriquer en mondialisant à toute force par la mer et par le commerce. Vous voyez, la rencontre entre le projet millénaire historique et les besoins et les nécessités de l'avenir. C'est ça que j'essaye de montrer. Ce qui est magnifique avec vous, c'est qu'il y a deux hommes. Vous êtes à la fois le journaliste parvenu au fait de la comment peut-on dire, de l'audience, capable de donner la répartie, etc. Je ne serais pas capable, pour le coup. Et puis, vous êtes aussi un penseur, c'est pas moi qui utilise le mot, c'est Joël Prieur dans Minute. Vous avez toute une page. Papier très élogieux. Dans Minute, très élogieux. Le journaliste se fait penseur avec Mélancolie française. Éric Zemmour entend donner en toute liberté son analyse, et cela sans faire aucune impasse. Alors, pour des critiques exigeants comme Minute, et on connaît Joël Prieur, et qui est derrière Joël Prieur, excellent d'ailleurs, plutôt dans la lecture capétienne. Cet hommage compte. Alors vous arrivez en plus à vous faire un analyste de l'histoire. Et je voudrais vraiment que nos auditeurs achètent ce livre, parce qu'ils découvriront en matière à réflexion extrêmement riche. On peut pas tout inventorier, mais il y a des réflexions très riches aussi sur Corneille. Évidemment, vous voyez la résurgence de votre Rome. Voilà. Mais moi, je crois à la Grèce. Je crois à la cité grecque. Alors que moi, je pense que moi aussi. Mais je pense que la France, c'est quand même une synthèse. C'est une synthèse de la cité grecque et de Rome. De la Rome. Exactement. Et que de Gaulle était d'accord avec vous, d'ailleurs. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Michelet et de Gaulle. J'allais vous citer Michelet et de Gaulle. Michelet dit dans l'histoire de France, nous sommes Rome. La France, c'est Rome. Et nos 7 collines, c'est les Alpes, les Pyrénées, le Rhin. Vous voyez, il donne comme ça les frontières naturelles chères à Danton. Maurras dit, c'est incroyable parce que Maurras déteste Michelet. D'accord ? Et pourtant, là-dessus, il dit la même chose. Il dit, la France est notre nom de nation et Rome est notre nom de civilisation. C'est quand même... Il déteste Michelet parce qu'il déteste tout le monde. Oui, il déteste tous les romantiques. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pour vous dire que c'est quand même intéressant. Tout le monde du 19e siècle. Vous avez raison. Voilà, mais c'est quand même intéressant. Bainville, le grand analyste, historien de l'action française, grand admirateur de Maurras aussi, et personnel, lui, il rend hommage à Michelet. Vous voyez, parce que là, il y a cette rencontre. Et de Gaulle aussi à Michelet, ainsi qu'à Bainville, d'ailleurs. Moi, je pense que c'est pas un hasard, vous voyez, et je reconstitue le projet romain de la France, et surtout, je suis étonné même que vous m'en parliez pas, c'est-à-dire que les conséquences de l'échec, il y a les causes, on y vient. Et il y a les conséquences. Les causes, c'est l'affrontement avec ce que j'appelle la Carthage anglaise, qui inverse le vieux, il faut détruire Carthage, là c'est il faut détruire Rome, et qui réussira au bout d'un siècle de guerre, de nouvelles guerres de 100 ans en fait, de 1680 à 1815, à abattre la nouvelle Rome française. Avec le relais américain.
Plus tard. Que vous n'envisagez que le... Plus tard, parce que les Américains viennent, si oui, vous voulez, voilà, c'est la cerise sur le gâteau, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils nous empêchent... Oui. Non, le rôle des Américains dans cette histoire, les Anglais empêchent la France d'atteindre ses dimensions romaines. Mais les Américains nous empêcheront en 18 de saisir l'ultime chance de retrouver ces dimensions romaines qu'avait bien vu Clémenceau. Parce que qu'est-ce qu'il réclame Clémenceau en 18? Il réclame ce que je vous dis, c'est-à-dire la rive gauche du Rhin. Foch, exactement. Foch, Clémenceau, Mangin. Voilà. Alors vous avez la nostalgie de la frontière naturelle du Rhin. Moi, je pense que, vous savez, c'est pas une nostalgie gratuite. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Celui qui a, dans l'histoire de l'Europe, depuis le Moyen-Âge, la rive gauche du Rhin et l'Italie du Nord, est le maître du monde. Parce que ce sont les deux terres les plus riches d'Europe, voire du monde. Et je pense que celui qui les a domine tout. Et donc, vous voyez, vous avez compris. Et en effet, l'Italie du Nord a été un rêve royal. Mais la rive gauche du Rhin, Paul-Marie. Oui, ça c'est une constante. Voilà. C'est une constante. D'ailleurs, la question se repose avec la fragilité de la Belgique que vous décrivez. Alors, je dois dire que rien que pour ça, acheter Mélancolie française, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes sur Radio Courtoisie, le libre journal de la nuit. Nous recevons Gaël Nofri, jeune essayiste, Éric Zemmour, très vieil essayiste, à côté. Et vous êtes malgré tout beaucoup plus jeune que moi, et Jean Robin qui est éditeur. Sur la Belgique, c'est accablant. D'ailleurs, je vous approuve, ce pays est dans un état sans dessus. Et encore, vous dites même pas le mal essentiel. C'est pas simplement la ligne de partage de l'IMES. Que vous avez vu, normalement, on aurait dû avoir toute la Belgique. Oui. Selon l'histoire de France. C'est très intéressant. Oui, mais enfin, pour moi, au-delà de... Je sais. Oui, pour la Wallonie, voilà. Oui, pour Bruxelles. Mais moi, je pense que vous vous trompez. Mais les Flandres, bon, moi, j'ai bien. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Maintenant, vous avez raison. Je les laisserai bien aux Pays-Bas. Voilà. Mais maintenant, vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais la Belgique est dans un état que vous décrivez, qui est presque prémonitoire. C'est ça qui est affolant. C'est ce que vous dites. Alors, on est presque voué à devenir une espèce de grosse Belgique, avec quelque chose en prime sur lequel vous insistez pas, qui est un des drames de la Belgique. C'est la mafia socialiste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un seul emploi où que ce soit si on n'a pas cette du Parti socialiste. Vous avez raison. Mais y compris dans des... En Wallonie. Partout en Wallonie. Y compris dans des... J'insiste pas là-dessus parce qu'en fait, mon sujet n'est pas là. Je vais vous dire pourquoi je fais un sort particulier à la Belgique. Parce que je pense que le mur de Berlin... avec le mur de Berlin, on a détruit l'Europe mise en place en 1945. Ça, c'est évident pour tout le monde. C'est la fin de l'Europe de 1945. Le partage de Yalta, etc. Ça, c'est évident. Ce qu'on voit moins, c'est que l'horloge n'a pas arrêté. L'horloge reprend son chemin à l'envers. Et donc, avec la destruction, excusez-moi, avec la destruction de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie, c'est l'Europe de 18 qu'on a détruit. C'est-à-dire l'Europe de Wilson. Oui. Et des 14 points de Wilson. Oui. Et aujourd'hui, je pense qu'on va encore reculer. C'est-à-dire que je vois la Belgique, création de 1830, qui est au bord de l'explosion. Je vois l'Espagne, vieille nation, même si on disait toujours les Espagnes, qui est dans un état assez lamentable. C'est-à-dire que la Catalogne pense de plus en plus prendre son autonomie, et même au-delà, surtout si c'est aggravé par la crise économique grave dans laquelle ils sont. Je vois l'Écosse, j'y viens, l'Écosse, la Grande-Bretagne. C'est ce que j'allais dire, les Grandes-Bretagne, l'acte d'union de 1707, Paul-Marie. Oui, qui est vieux, oui. 1707, c'est vieux avec l'Écosse. Qui ne tient plus. Exactement, qui ne tient plus. L'Écosse veut prendre son autonomie, voire son indépendance. L'Italie du Nord, qui n'a en fait... Pour moi, l'unité italienne, c'est une colonisation du Sud par l'Italie du Nord. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont détruit l'industrie naissante du Sud, et en fait, ils les ont rendus appauvris comme... Dépendants. Exactement, et dépendants. Mais alors, oui, vous voyez, aussi et jusqu'à l'Allemagne, vous avez vu l'Allemagne, l'Allemagne, alors, pour l'Allemagne, évidemment, ce sera la dernière à craquer, mais la Prusse, les Prussiens, qui ont été absorbés par l'Allemagne de l'Ouest, c'est la revanche historique dont on parle jamais. Oui, mais l'Allemagne, c'est pas compliqué, c'est la race. Donc, quel que soit le modèle politique, il y a une unité, elle est raciale, elle est donnée, elle fait partie du donné. Oui, mais vous avez raison, Paul-Marie, mais c'est une race qui périclite, qui ne fait plus d'enfants. Oui, ça c'est D'ailleurs, vous consacrez des pages intéressantes à la démographie et donc à l'assimilation. Je ne sais pas si on aborde ce sujet parce qu'il est immense et il est... En même temps, je l'aborde partout. La conclusion de votre... En général, on ne parle que de ce chapitre, alors parlez-moi des autres. Mais je vais vous parler des autres, justement, je vous parle des autres. Alors, oui,
Oui, grande affaire, cette affaire de frontières. Du Rhin, parce que au fond, on se rend compte, d'où l'importance de la Belgique, que les oligarchies, allez, on va dire mondiales, pour utiliser des termes un peu polémiques, enfin transnationales, s'accommodent beaucoup d'une pulvérisation du politique. Et là, de ce point de vue-là, je vous donne à nouveau un point, la masse politique critique devient plus élevée. Enfin, il faut être d'autant plus lourd, on peut dire, qu'on a en face de nous des forces qui veulent pulvériser le politique. C'est le fameux thème de l'Europe au sans-drapeau, que j'ai entendu sans cesse claironner en fait, je vais vous dire, à Bruxelles. Certains voudraient qu'il y ait 100 nations européennes, chacune, y compris la France, étant divisée en plusieurs. En fait, les Anglais, au XVIIIe siècle, ont expérimenté une stratégie très intelligente qui est celle de l'équilibre européen. Aujourd'hui, on en a plein la bouche de cette stratégie de l'équilibre européen. On dit que c'est magnifique, que la France a eu bien tort de le détruire par la Révolution et l'Empire, que c'était merveilleux, que ça garantissait la paix, ce qui est faux, mais c'est pas grave. Mais surtout, en fait, cet équilibre européen servait à une seule puissance, à l'Angleterre, pour pouvoir mondialiser en toute tranquillité. Voilà, et donc, il ne fallait pas qu'une puissance continentale fût trop importante. C'était la France au XVIIIe et au début du XIXe. Et comme je l'explique dans le livre, l'Allemagne ensuite a tenté de nous remplacer. Parce que, vous voyez, c'est nous sommes entrés en guerre contre l'Allemagne, mais une fois qu'elle était par terre en 1918, elle empêche la France d'à nouveau prendre son essor naturel. Il faut détruire la puissance dominante. Bon. Oui. Mais maintenant, on est passé à un stade supérieur, c'est plus l'équilibre européen, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire l'atomisation des toutes petites. C'est encore plus petit qu'avant. Parce que... Et ça, c'est la disparition du politique. Mais évidemment. Dans le sens où la politique est une voie dans le monde. C'est-à-dire que la Bretagne n'est pas une voie dans le monde. Elle n'aura jamais de siège de droit de veto au Conseil de sécurité. C'est exactement ça. On aura la paix. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un double phénomène qui est, ce que je vous ai dit au début, dans notre petite querelle, qui est l'émergence de nations-continents. Brésil, Inde, Chine, États-Unis, qui auront la taille adéquate, et en fait d'un capitalisme mondialisé, avec des grandes entreprises mondialisées, qui elles ont intérêt aussi, comme l'Angleterre jadis, à avoir des petits pouvoirs en face d'eux. Donc il y a cette conjonction. Ou pas de pouvoir du tout. D'ailleurs, ça relie au début de notre conversation sur la pulvérisation du politique. Exactement. Par défaut de légitimité. Exactement. Et alors, un monde sans politique, qu'est-ce que c'est? C'est un monde violent. C'est un monde très très violent. Vous savez qu'est-ce que c'est que la politique? C'est le refus de la violence. Alors, notre discussion est très française. Parce que vous avez vu ce que j'explique, c'est-à-dire que la France est le pays qui est sorti des guerres de religion par la politique, par l'État, qui a minoré qui a minoré le sacré. Il y a une belle page sur Henri IV d'ailleurs. Pour sacraliser le politique. Et oui, c'est ça qui est la transmutation. Est-ce que la solution Henri IV est toujours possible aujourd'hui alors que le problème est le même? Enfin, est même très crucial. Vous avez compris, c'est ça le dernier chapitre. C'est votre livre. Mais évidemment. C'est votre livre. Évidemment. Écoutez, il est d'une richesse extraordinaire. On en a abordé qu'un dixième, mais écoutez, chers auditeurs, vous n'avez qu'à le lire, c'est pas compliqué. Éric Zemmour, arrêtez de l'écouter, et puis lisez-le un peu, c'est pas plus mal, je vous assure, c'est tout aussi bien. Vous êtes sauvé, Éric Zemmour, par un mot. Là, je me suis dit, je suis quand même d'accord avec lui. C'est le mot antérieur, page 18. Ça va vous étonner ce que je dis. Vous parlez de Bouvines. Lorsque dans les dernières années du grandiose XIIIe siècle français, alors, après la victoire de Philippe d'Auguste, les juristes de Auguste, Paul-Marie. Philippe II. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Auguste. Ah oui, en effet. Encore un signe de romanité. Encore un signe de romanité. Écoutez, n'essayez pas de marquer tous les points non plus. Bon. C'est mon côté footballeur. Les juristes de Philippe le Bel rédigèrent la lettre. Oui, enfin, écoutez, il faut que les scores soient équilibrés. Les juristes de Philippe le Bel rédigèrent la lettre Antequam essent clerici. Ils posèrent que le pouvoir laïque était à la fois, c'est-à-dire la France politique, était à la fois extérieur et antérieur au pouvoir de l'Église et du pape. Antérieur, là ça vous sauve de tout. C'est-à-dire qu'il y avait une France avant Rome. Voilà. Oui, mais il y avait une France avant Rome. Mais oui, mais il n'empêche, Paul-Marie,
Il n'empêche que Rome a marqué, mais il y avait un destin français. Mais je suis d'accord avec ça. Antérieur à la victoire de César. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, bien sûr qu'il y aurait pu avoir, quoique, vous avez vu ce que j'explique, il y aurait pu avoir pas de destin français du tout aussi. Il y aurait pu avoir un pays anglo-normand et un pays autour de la France aurait pu ne pas être. Exactement. Et aujourd'hui encore. Exactement. Et ce que je veux dire, Paul-Marie, quand je dis ça, c'est que je crois qu'on a eu, et d'ailleurs ça nous ramène tout à fait à notre sujet d'aujourd'hui. En fait, ce sont les élites, ce que j'explique, ce sont les élites romanisées du Sud qui ont investi le petit roi capétien, et avant le petit roi mérovingien, de leur projet romain. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et donc, au départ, vous avez raison, il aurait très bien pu ne pas avoir lieu. Mais ils l'ont investi, ils lui ont appris ça. Ils lui ont appris ce que vous lisez. Et les élites françaises n'ont jamais renoncé à ce projet de l'Empire romain. Ce qui explique, c'est ça une des clés du livre, ce qui explique qu'à partir de 1815, à partir du moment où la France n'a plus les moyens militaires et démographiques d'imposer l'Empire, les élites françaises ne passent leur temps à trahir. Et elles se cherchaient un maître qui nous fasse l'Empire. C'est l'anglais, c'est l'allemand, Drieux-La Rochelle, que nous est notre patrie, pour nous qui avons rêvé d'Empire. On ne peut pas dire mieux. C'est l'Europe aujourd'hui. Éric Zemmour, nous avons au bout du fil un autre grand esprit. J'espère qu'il ne s'impatiente pas, et vous le connaissez d'ailleurs, nous sommes plusieurs fois rencontrés tous les trois, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui est un autre de nos vaillants porte-parole. Nicolas ? Bonjour. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan, bravo pour votre score du premier tour, bravo aussi pour votre constance, c'est-à-dire que vous êtes resté droit dans vos bottes, pas de consigne au second tour, c'était bien ça ? Oui, tout à fait. Et alors, vous êtes depuis lors, alors je dis bravo parce que 4,2%, c'est considérable quand on connaît vos moyens qui sont minuscules. Certes, vous avez des amis, le RIF que j'ai l'honneur de diriger vous a donné un petit coup de main dans la mesure de nos moyens, mais enfin on est plutôt un cercle de pensée qu'un parti politique, ne gérons rien. Enfin, nous avons mis des candidats dans vos listes. Vous avez aussi le concours du vieux CNI. Le vieux n'est pas d'ailleurs dépréciatif dans mon sens. Ça montre qu'une tradition se met en place derrière vous. Et puis vous avez eu aussi des candidats qui n'étaient pas démérités dans d'autres autres régions, aux alentours de 2, un petit peu plus de 2%, même en Lorraine. Alors, quelles leçons tirez-vous de cet ensemble de scrutin? Surtout, qu'allez-vous faire de DLR? D'abord, je veux saluer Éric Zemmour. Moi aussi. Qui aussi a de la constance, à sa façon. Je voudrais simplement dire que c'est vrai qu'en Ile-de-France, on est devenu la 6e force politique, devant le MoDem, devant Besancenot très loin, avec 100 fois moins d'articles de presse et d'émissions télévisées. Ah oui, les sondages vous donnaient à 2, vous avez fait 4,5. Alors oui, vraiment... on a fait 8, près de 9% en Essonne. Bref, quand on le veut, on voit qu'il est possible de mettre en œuvre une force politique alternative à l'UMP, qui recueille le suffrage de nos concitoyens et qui ainsi peut s'imposer comme une alternative petit à petit. Alors je sais que ce score de 4% et des poussières n'est pas suffisant, mais si on avait eu le minimum vital d'exposition télévisuelle, on aurait dépassé largement la barre des 5, et Éric Zemmour pourra dire à ses confrères du Figaro que le Figaro a été particulièrement ignoble pendant toute cette période, et je recommande aux auditeurs de résilier leurs abonnements. Pas de politique, pas de polémique, pardon, la politique, pas de polémique. Mais non, mais quand vous voyez des journaux qui ne citent même pas votre nom, votre liste... C'est pareil pour le Front National, Nicolas Dupont-Aignan. Vous partagez le sort du Front National qu'on donnait à 4% alors qu'il avait fait 9,5 au premier tour. Voilà, non mais il y a un vrai problème de presse écrite dans notre pays. Le journal Le Monde qui sort un supplément sur l'Île-de-France et qui oublie le Front National, le Front de gauche et votre serviteur, comme par hasard. Et 20% des lecteurs... La Ligue du non, c'est pas la première fois qu'elle est niée. Donc, bref, tout ça n'est pas grave, puisqu'on s'aperçoit que grâce à Internet, grâce à des esprits libres comme vous tous, grâce à l'action des militants, on peut commencer à percer légèrement, mais sûrement. Alors maintenant, l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, il est très simple, c'est qu'on n'a rien vu venir encore par rapport à ce qui va se passer dimanche. C'est que la stratégie du parti unique, au service d'une mauvaise politique qui ne traite pas à la racine les problèmes du pays, que ce soit en termes de chômage, que ce soit en termes de sécurité,
cette mauvaise politique, il faut la combattre et il faut préparer une politique alternative. C'est ça l'enjeu. Est-ce que vous pensez que l'UMP va éclater? On commence à le dire, enfin il y a des voix dissidentes. Vous êtes vous-même très critique, hein. Vous parlez d'ânerie, vous parlez de claque au président de la République sur votre blog, triple échec, c'est plus que dur. C'est l'échec de la stratégie du parti unique. Oui. Parce qu'il faut quand même voir que le résultat, c'est le Front National qui est ressuscité et le PS. C'est quand même, premier point, l'échec du parti unique. Deuxième point, l'échec d'une politique qui fait semblant de s'attaquer aux problèmes et qui ne s'y attaque pas du tout. Et qui ne s'attaque pas aux causes des problèmes. Et troisièmement, c'est l'échec d'un style. Le style du président qui fanfaronne et qui s'agite dans tous les sens, mais qui n'a pas de ligne et qui n'incarne pas la fonction présidentielle. Ça fait beaucoup. Échec de la stratégie, échec de la politique, échec du président. Cela veut dire quoi en creux? C'est que ça ne sert à rien de continuer à les accabler. Ce qu'il faut, c'est préparer la sortie, la suite. C'est-à-dire préparer une autre politique, préparer une incarnation présidentielle, et puis jouer davantage la diversité politique à droite, plutôt que de jouer la stratégie de l'étouffoir du parti unique. Je crois que dans la lecture de la défaite, on a la lecture de la sortie de crise. Tant qu'on ne s'attaquera pas aux causes de la faillite économique et sociale, de la paupérisation de notre pays, on passera notre vie à regarder passer les trains et à décevoir, d'aller de déception en déception. J'ajoute que sur l'abstention, il ne faut pas s'étonner qu'il est en abstention à partir du moment où tous les scrutins ont été niés depuis des années. Le référendum de 2005 a été nié. Oui, en vote, ça sert à rien. Ça, j'ai entendu ça. Les gens votent, ça ne sert à rien, et ils font l'inverse. Ils vont plus voter. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Nous sommes tous d'accord, nous en parlions tout à l'heure, Nicolas. Écoutez, tout de même, une objection qui revient souvent. Il y a une dizaine de jours, je participais au libre journal d'Henri de Lesquen, notre directeur de Radio Courtoisie. Beaucoup de questions portées sur le résultat du premier tour. Certaines étaient très bienveillantes à votre égard, d'autres étaient assez malveillantes à votre encontre, pour parler français, se fondant sur le fait que n'eussiez-vous pas été candidat, il n'était pas impossible que Mme Arnautu, candidate du Front National, passât la barre des 10%. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup de critiques de la part de gens qui ne vous sont pas hostiles, Nicolas Dupont-Aignan, et qui estiment que vous avez fait rater la marche au Front National. Vous me direz, c'est pas votre fonction de lui servir de marchepied, peut-être, mais que répondez-vous à cela? D'abord, je crois que la marche a été ratée par le Front National, uniquement, notamment par la liste chrétienne assez stupéfiante qui est sortie des urnes, d'ailleurs d'anciens... Elle n'est pas stupéfiante, mais enfin, elle fait 1%, oui. Bon. Deuxièmement, mon électorat n'est pas obligatoirement un électorat du Front National, loin de là. Il y a beaucoup d'électeurs UMP qui se sont portés sur ma liste, beaucoup d'électeurs de la droite républicaine, ou même certains chevènementistes qui ont voté pour nous. Donc peut-être même des électeurs de Bayrou qui cherchent une autre voie. Vous savez, faut arrêter de croire les électeurs ne sont pas étiquetés, ils ne sont pas dans des bocaux avec des couleurs rouges, vertes, jaunes, etc. Votant pour ça. C'est pas comme ça la politique. Il y a une incarnation, il y a des propositions, et je crois qu'à l'avenir, il faut vraiment reconstruire une force gaulliste républicaine, nationale, sociale dans notre pays, et que le premier score qu'on a fait, le deuxième, puisqu'il y a eu les européennes, prouve qu'on progresse. J'ajoute que le score de 4% n'est pas totalement significatif. On s'aperçoit quand on analyse par canton qu'il y a beaucoup de cantons, on est à 15%, 16%. On est en Essonne à 9%, et puis il y a Paris qui nous fait beaucoup baisser puisqu'on a fait de 92 à Paris. Donc faites attention, il ne faut pas lire les 4% simplement comme 4%. On s'aperçoit que dans beaucoup d'endroits, on peut représenter une alternative, et que dans certaines circonscriptions, on est très haut, extrêmement haut, notamment sur tous les départements de Grande Couronne, d'Île-de-France. Donc tout ça, moi je crois qu'il ne faut pas rentrer dans des comptes d'apothicaire, il faut simplement se dire, la situation du pays est tellement grave, sa paupérisation est liée à une politique économique suicidaire, notamment la politique de l'euro cher, ce qui est en train de se passer en Grèce, ce qui va se passer en Espagne, ce qui va se passer en France, l'explosion de l'euro. Nous en parlions tout à l'heure avec Éric Zemmour, oui. Mais bien sûr, enfin, d'ailleurs, tout le monde en parle. L'euro qui va arriver, parce que vous ne pouvez pas laisser 40% des jeunes dans les quartiers au chômage, parce que vous ne pouvez pas laisser le chômage monter comme ça, les problèmes de guerre civile entre les communautés, le problème de trafic de drogue qui progresse, etc. Tout ça fait que nous sommes assis sur un volcan. L'enjeu, c'est pas de décrire et d'être catastrophique, mais c'est simplement de proposer des alternatives concrètes qui permettront enfin de redresser la barre. C'est ça l'enjeu. Et je pense que le centre de gravité de notre mouvement politique est mieux
mieux et le meilleur par rapport à soit des extrêmes, soit la pensée unique qui a tout envahi. Très bien. Écoutez, je suis assez content que vous ayez une audience à Radio Courtoisie. J'espère que vous en tiendrez compte à l'avenir. Nicolas Dupont-Aignan, vous avez besoin de rassembler. Il faut fermer votre porte à personne. Personne. Il faut avancer. Et je pense que si vous réclamez du général de Gaulle, c'est peut-être le b.a.-ba. Chercher l'unité des Français dans toute leur diversité. Quelles sont les échéances pour vous donc? Nous aurons une première échéance importante, c'est le 10 avril. Oui. Nous serons les premiers à lancer une grande convention sur l'emploi et le pouvoir d'achat, c'est-à-dire comment aller aux causes de la régression économique et sociale, et comment enfin traiter le malade. Où est-ce? Ça sera à l'Assemblée nationale avec des économistes, des chefs d'entreprise qui ont relocalisé leurs activités en France, sous l'égide de notre vice-président Jean-Pierre Gérard. Qui est un ancien... qui je crois était responsable d'un comité d'études du Crédoc, non? Est-ce que je me trompe? Donc qui a siégé à la Banque de France, qui avait été nommé par Philippe Séguin à l'époque, oui, voilà. Et qui est le numéro 1 des numéros 1 mondiaux à l'export. Voilà, on me dit souffle le nom exact. Et qui montre qu'il y a des entreprises qui réussissent tout en étant implantées en France. Et ça, c'est l'enjeu majeur. Parce que si on ne traite pas le problème économique et social, tout découle de là. Ça, c'est le 10 avril, un grand rassemblement à l'Assemblée nationale. Et puis après, nous irons aux élections cantonales en mars prochain et à toutes les échéances. Toutes les élections. Il faut être présent. Souvent, j'entends, pardonnez-moi Paul-Marie, après je me tais, rassurez-vous, et je laisse Éric Zemmour qui est encore plus bavard que moi. Je le connais. Il vous écoute. Il vous écoute. Il doit bouillir d'impatience de reprendre la parole, je le connais. Je le salue vraiment amicalement. Mais il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, mais qui nous disent toujours, ah bah oui, mais c'est peut-être pas le moment, il va falloir attendre, et puis, mais il y a un moment, il faut aller aux élections. La preuve en est, quand j'ai voulu aller au régional en Ile-de-France, on m'a dit que j'étais fou, qu'il fallait pas y aller, qu'il y avait toutes les raisons de pas y aller. Eh bien, on a fait énormément de progrès, on a été présent partout, on a gagné beaucoup d'adhérents, et c'est comme ça qu'on sera respecté. Et je peux vous dire qu'en Essonne, aujourd'hui, à 9%, on commence à être respecté. Bon, alors, faites attention aux stratégies solitaires. Ouvrez-vous, je vous en supplie. Mais il n'y a pas de stratégie solitaire, mon cher Paul-Marie. Il y a le rassemblement de ceux qui veulent que la France ne meure pas, comme disait André Malraux. Oui, j'appelle français ceux qui ne veulent pas que la France meure. Voilà. Écoutez, redites-nous, Nicolas Dupont-Aignan, le lieu exact, parce que l'Assemblée nationale, ça devient vague, tellement elle a d'adresse maintenant, où a lieu ce colloque. Ça sera salle Victor Hugo, à l'Assemblée nationale, et pour le 10 avril. Il faut s'inscrire à Debout la République, deboutlarépublique.fr ou alors Debout la République 01 69 49 17 37. Voilà. 01 69 49 17 37. 17 37. Il faut s'inscrire pour pouvoir entrer à l'Assemblée nationale. Hein. Parce que oui. C'est toute la journée ou? Toute la journée, ça sera un colloque très sérieux et enfin un peu de sérieux dans notre vie politique. Bon, écoutez, merci d'avoir été avec nous. Continuez, n'oubliez pas Radio Courtoisie et ceux qui l'écoutent. Radio Courtoisie est un espace de liberté magnifique. Et n'oubliez pas nos prémonitions, c'est-à-dire. Mais Jean-Pierre Gérard viendrait volontiers parler économie parce que c'est le meilleur spécialiste de l'euro en France. Tiens, très bonne idée, le meilleur spécialiste. Oui, et qui a combattu l'euro d'ailleurs. Oui, et qui avait tout écrit il y a 10 ans, tout. Très bien, nous étions nombreux à avoir tout dit et tout écrit, à commencer par Philippe Séguin, qui m'avait permis de faire votre connaissance, enfin de vous retrouver après vous avoir connu dans d'autres circonstances il y a 30 ans. Bien, bravo Nicolas Dupont-Aignan, merci d'avoir été avec nous, et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, dans l'intervalle, Éric Zemmour nous quitte. Vient de nous quitter à l'instant. C'est intéressant d'ailleurs, chers auditeurs, de voir que nous ne sommes pas tout à fait, malgré tout, dans les catacombes. Encore, alors il y a Éric Zemmour, il y a Nicolas Dupont-Aignan qui perce, le Front National se redresse. Peut-être que la gauche nationale, dont nous parlons avec Éric Zemmour et aussi Dupont-Aignan, c'est-à-dire la gauche républicaine, elle a disparu, mais il y a tout de même une nébuleuse qui est en train de réémerger. Nous n'avons pas dit notre dernier mot.